Bonsoir, c'est 20h35 ici dans nos studios de MN Télévision, émettant depuis Wenze Manzanza. C'est l'heure de votre émission, La Grande Interview. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Jean-Michel Bokamba Yangouma. Il est le coordonnateur général des partis et groupements politiques du centre. Avec lui, nous allons parler des préparatifs pour les élections locales qui ont été annoncées aujourd'hui ou confirmées. Ça aura lieu le 28 septembre 2014. Et bien sûr, nous allons parler de la Constitution du 20 janvier 2002. Quelle est la position des partis et regroupements du centre? Tout cela est bien sûr, quand on a une figure emblématique de la démocratie congolaise, on va aussi lui poser les questions sur la démocratie congolaise, comment elle se porte, et puis est-ce qu'il pourra faire une comparaison entre les années 90 et aujourd'hui. Donc, ne quittez pas. Une fois de plus, bonsoir. Vous êtes sur MN Télévision. Ici, nous avons le courage de dire ce que nous voulons, parce que nous croyons aussi à la liberté d'expression. Et nous croyons aussi qu'une vraie démocratie, c'est une démocratie où les gens s'expriment librement, sans entrave, mais aussi avec respect. Et c'est un honneur pour moi de recevoir aujourd'hui Monsieur Jean-Michel Bokamba Yangouma. Monsieur Bokamba Yangouma, c'est un honneur de vous recevoir. Merci. Ok. Parce que pour moi, je fais, peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas, moi, je vous ai connu, je vous suivais longtemps, et c'est toujours un plaisir de voir quelqu'un qui est l'un des piliers de la démocratie congolaise. Merci. Comment vous vous comportez? Comment vous vous portez? Très bien. Alors, tout se passe bien? Ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer, ça c'est au conditionnel. Voilà. Bon, et comme nous allons aller vite dans les vifs du sujet, aujourd'hui, ça a été confirmé par M. Antoine Ivundu que les élections auront lieu, les élections locales auront lieu, enfin, le 28 septembre 2014. Beaucoup de gens croyaient qu'elle n'aura plus lieu parce qu'elle a été annoncée maintes fois et puis repoussée. Alors, en tant que le coordonnateur général des partis et groupements politiques du centre, comment aviez-vous appris ou pris cette annonce d'aujourd'hui? Bon, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez en tant que coordonnateur général de m'exprimer ici au nom de mon espace politique. Je voudrais tout simplement dire qu'en réalité, nous ne sommes pas surpris. Nous savions qu'après Dolizy, après avoir appliqué le recensement administratif spécial, qui est l'une des recommandations majeures de Dolizy, qui était prise en fonction des élections locales, nous devions forcément arriver à l'organisation de ces élections locales. Donc, on n'est pas surpris. Et l'annonce, elle valait le coup, c'est le gouvernement qui prépare, qui annonce les élections, mais le reste, ce sera l'affaire de la CONEL et du gouvernement de mener cette activité-là. D'accord. Et comment allez-vous vous prendre? Est-ce que, quand vous êtes un groupement des politiques du centre, allez-vous aller en rang dispersé ou ça serait des groupements qui vont se présenter sur un seul ticket? Bon, disons que l'élection locale, c'est l'élection vraiment primaire. Et c'est ça qui fait la valeur d'un parti au premier degré. Et nous avons eu une discussion, nous avons réfléchi longtemps là-dessus, nous avons dit on ne peut pas en tant que groupement faire une liste de groupements parce qu'à la fin il faut qu'on décèle quel est le parti qui a des idées et quel est le parti qui n'en a pas. Alors si nous allons de manière groupée, on noie le poisson, c'est pas normal. Donc nous avons dit
pour ces élections locales, les partis qui ont des candidats présentés les présentent librement en tant que parti. À la fin, on fera la moisson, on fera les calculs pour voir ce que le centre a pu obtenir comme élu. Donc c'est une élection libre. Chaque parti, en fonction de ses moyens, en fonction de son envergure, peut présenter des candidats là où il veut. D'accord. Une autre innovation que je constate aujourd'hui, M. Antoine Yvondou a dit qu'il y aura 30% des femmes dans chaque liste. Est-ce que vous êtes préparé à ce changement-là, de faire venir des femmes, pas comme ceux qui applaudissent seulement, mais ceux qui deviennent actifs dans la vie politique? Est-ce qu'au centre, ou pris individuellement, vous êtes prêt pour cette annonce-là? Bon, disons qu'en réalité, notre constitution résout le problème qui dit que les citoyens sont égaux. Donc il ne devrait pas y avoir de discrimination. Bon, pour la petite histoire, on est obligé d'arriver à ça, tout simplement pour parler du genre. Autrement dit, la femme a les mêmes droits que l'homme. Donc, pour ces élections, les partis qui ont des candidats présents sont obligés de regarder aussi la donne femme. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Et pour notre groupement, nous nous attelons au texte qui existe. Et nous ne serons pas en marge de ces données, ces principes. Donc le centre se prépare non seulement pour avoir des candidats, mais aussi pour respecter certaines orientations qui sont définies par le gouvernement. D'accord. Mais je vais revenir à une autre question que j'avais préparée parce que je lisais la semaine africaine. J'ai vu que vous aviez lancé l'initiative nationale pour l'apaisement. Et le 19, vous avez dit, je vous cite, je ne sais pas, le métier qui est le vôtre n'est pas facile. Ça, vous parlez des journalistes. Pourquoi vous avez dit cela? Mais là, vous dites la vérité. Moi, je suis MNTV. Et je crois que faut dire la vérité. En réalité, le journaliste doit dire la vérité. Ne rien cacher, ne rien baiser, mais dire la vérité. Mais est-ce que tout le monde est préparé à accueillir la vérité des journalistes? C'est ça. Et quand vous la dites, vous prenez des engagements. Vous dites, je m'en vais, je fais mon travail, cela peut me coûter, mais moi je fais mon travail. Est-ce que de votre côté aussi, vous-même les journalistes, vous êtes toujours prêts à prendre ces engagements-là? Donc l'affaire se passe et au niveau de ceux qui reçoivent votre message et au niveau de vous-même qui produisez le message. Parce que aujourd'hui, vous couvrez une émission. Il y a des phases qui méritent peut-être d'être portées, d'autres on peut censurer. Mais quand le journaliste prend sur lui l'engagement de dire j'ai entendu ça, je fais mon travail, je produis. Pour le cas qui vous concerne, par exemple, des fois on se pose la question, mais il travaille où? MNTV. C'est quand même la télévision du grand frère du président. Mais pourquoi peut-il parler comme ça, sans crainte, sans rien de... Nous regardons, donc nous prenons acte de ce que vous faites et nous disons que les journalistes qui osent dire la vérité, qui osent faire leur métier sans entrave, sans pour autant avoir comme des idées arrêtées, ils savent que ça peut faire mal, mais la vérité, il faut la dire. Et quand vous le faites, mais c'est des prises de position courageuses et nous devons saluer ça. Ah, on remercie un homme politique qui aime ce que les journalistes font. Bon, les journalistes doivent aussi être comme James Foley, c'est le journaliste américain, on peut les tuer. Il faut mourir pour ce que vous croyez. Ah, exactement, exactement. D'accord. Mais maintenant, quand vous criez, vous avez une autre parti politique classique. Oui. Mais quand vous lancez l'initiative nationale pour l'apaisement, vous le faites pourquoi? Ah, ça c'est autre chose. Ça découle du débat, justement, peut-être on va en arriver. Oui. Dans ce pays, il est né, depuis un certain nombre de mois, de semaines, un débat sur la Constitution. D'aucuns parlent du changement, d'autres parlent de la révision, ainsi de suite. Mais c'est quand même
un problème de fond, un problème fondamental, un texte majeur de la vie des nations. Et quand nous commençons à entendre des sons de cœur divergents, bien sûr, on ne peut pas dire que les Congolais doivent penser tous la même chose, ce serait vraiment illusoire. Chacun a son point de vue. Mais nous lançons l'initiative nationale pour l'apaisement, c'est pour que cette question majeure, qu'est le changement ou non de la Constitution, ne soit pas une question de rue seulement. Elle est partie de la rue, mais il faut la ramener à la concertation. Là, on peut s'asseoir, se parler librement et se comprendre. Voilà. Et nous voulons que cette dynamique soit partagée par la plupart des acteurs politiques, tout simplement pour éviter ce que nous avons connu dans ce pays, parce que n'oubliez pas que notre pays a connu beaucoup de remous politiques à cause de la Constitution, où il fallait changer, où il fallait faire ceci, et il y a eu beaucoup de remous. Mais l'histoire aussi nous enseigne qu'on peut s'inscrire pour ne plus retomber sur les mêmes, revenir sur les mêmes erreurs. Donc, nous conseillons aux Congolais, ce n'est pas une imposition, mais nous conseillons aux Congolais de tirer les leçons du passé pour que ce débat majeur qui concerne le premier texte de notre pays ne soit pas seulement un débat de rue où les gens peuvent s'invectiver. Il faut s'asseoir et on pose le problème sur la table, on discute. Je peux avoir mon point de vue, vous pouvez avoir le vôtre, mais au moins on se comprend. Et lorsqu'on sort de là, il ne reste plus que le peuple tranché. Et donc nous voulons éviter que la paix soit bouleversée, soit remise à plat à cause d'un débat sur la Constitution. Donc, le débat peut avoir lieu, et les gens ont des idées à exprimer, ce qui est tout à fait normal. Faisons-le vraiment dans la tolérance, dans la fraternité. Vous pouvez être mon frère, vous avez des idées qui peuvent ne pas être les miennes. Mais cela ne signifie pas que nous ne sommes pas frères. Nous sommes tous les Congolais. Pour notre pays, nous avons des idées, mais on peut ne pas se comprendre, on peut ne pas avoir les mêmes idées. Mais le fait de s'asseoir, de dire que j'accepte qu'un autre puisse avoir ses idées et que je puisse avoir les miennes, le droit à la différence, c'est déjà de très bonnes choses. Accepter que moi j'ai mes idées, l'autre aussi a aussi ses idées, elles sont aussi valables comme les miennes, c'est déjà une grande victoire et nous voulons justement que pour ce débat sur la Constitution, que les gens le fassent en toute responsabilité, dans la paix, la tolérance, dans l'acceptation de l'autre, la reconnaissance à la différence et que les gens se parlent librement, sans entrave. Et nous voulons aller vers là pour que on ne sauve pas, on ne gaspille pas ce qui est déjà acquis. Nous n'avons plus d'exemples à chercher ailleurs, on les prend sur notre propre pays. Voyez-vous? Et donc, je crois que c'est une initiative qui est partagée par plusieurs. Nous avons eu ce matin une cérémonie, nous recevons des coups de fil, nous recevons des gens qui nous écrivent pour dire nous partageons entièrement votre point de vue sur ce débat-là. Il faut éviter qu'il glisse vers l'affrontement, vers tout ce que nous avons connu et déploré dans ce pays. Voilà. Et quand vous dites que sur cette constitution, les partis du centre se mettent où? Est-ce que vous êtes pour le changement ou la révision? Mais non, pour le changement, ou vous êtes comme les autres disent que le changement, on ne doit pas toucher. On ne doit pas, ils disent non au changement. Les partis du centre se mettent où là? Bon, disons, pour la petite histoire, oui. En 2001, moi j'étais à l'opposition, en 2001, nous avons battu campagne pour le non à la Constitution. Et le peuple nous a dit, vous avez tort, puisqu'il a voté la Constitution peut-être à 98%. 12 ans après, nous sommes rejoints par un certain nombre de frères, y compris la population, la même qui avait dit oui à la Constitution de 2002.
En ce moment-là, nous ne pouvons plus chercher les droits d'auteur pour dire vous nous avez raison, nous avons eu tort peut-être d'avoir raison trop tôt. Non, nous disons la Constitution, c'est un texte fondamental. Le pays avance, mais il faut que la Constitution soit adaptée à l'environnement national, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel et autres. Donc, aujourd'hui, parler du changement, si c'était la révision, bon, ça nous intéresserait moins, puisque la Constitution précise les mécanismes de la révision, lesquels qui ont compétence de réviser la Constitution. Il y a le président et il y a le Parlement réuni en congrès. Les deux qui... Mais aujourd'hui, ce débat juridique n'est plus de mise, puisqu'on ne parle pas de révision, on parle de changement. Donc nous partons de la sphère de l'arène juridique pour intégrer l'arène politique. Alors, si c'est politique, il faut que les dirigeants politiques soient concernés par ce débat. Et le centre sait. Le centre, au jour d'aujourd'hui, c'est que un débat comme celui-là mérite d'être abordé sans détour, sans tabou. Donc la position du centre, c'est asseyons-nous, examinons, écoutons, parlons, que les juristes éclairent seulement les politiques, parce qu'en fait, s'ils nous éclairent, c'est pour que nous prenions la bonne décision. Aujourd'hui, le centre suit le débat, on n'est pas étranger à ce pays. Nous savons que le débat sur la Constitution, sur le changement, a lieu. Bon. Que je dise oui, moi je veux le changement tout de suite. Que je dise non, moi je ne veux pas du changement. Ça, on est en train tout simplement de tourner en rond. La vraie personne qui est compétente pour donner le dernier avis, c'est le peuple congolais. Donc, tout ce que nous émettons aujourd'hui comme avis, c'est des avis comme des avis non cadrés. Donc chacun parle. Chacun parle. Bon, si je vous entends bien, c'est vous-même qui l'avez dit, quand vous étiez à l'opposition en 2001, oui. Vous avez dit non à cette constitution. Oui. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus vous rejoindre. Bon, maintenant, je vais vous poser une autre question. C'est vous qui avez dit vous-même. Vous étiez à l'opposition. Donc maintenant, vous ne l'êtes plus alors. Je ne le suis pas. Après, je suis simple. Ça, c'est honnête. Voilà. Alors, maintenant, cette constitution, vous dites que la constitution doit être adaptée à la réalité et les évolutions. C'est ça que vous dites? Oui. Donc, en d'autres termes, ça ne sert à rien de la changer. On peut s'adapter à la réalité qu'on vit. Non, parce que les gens, pour le commun des mortels, lorsque nous suivons le débat, les gens ne voient que le changement de la Constitution par rapport à un homme, par exemple le président de la République est là. Si on parle de changement, c'est pour qu'il se présente aux élections. Ça, c'est caricaturer les choses. Et vous pensez le contraire? Nous pensons que si on doit changer la Constitution, il faut partir de A à Z. Il faut voir tous les contours de la Constitution. On ne peut pas changer, adapter la Constitution d'un pays à la conjoncture uniquement pour 2 articles. Ça, c'est dérisoire. Donc, si on change, c'est un changement de fond. Voyez-vous? Donc, nous pensons qu'une remise à plat, alors, il faut l'assumer. Si on change la Constitution, le peuple dit, moi, je ne veux plus de ma Constitution, car c'est la Constitution du peuple congolais. Je ne veux plus de ma Constitution. Ok. Il faut prendre acte de dire, je ne veux plus. Quelles sont les conséquences de je ne veux plus? Oui. La question que les téléspectateurs qui vous suivent, et puis même à la radio, est que cette population-là qui ne veut pas cette constitution ou qui veut, comment vous le faites, vous qui êtes au centre? J'imagine que vous avez la capacité d'avoir les informations de gauche à droite, vous n'êtes pas figé, vous n'êtes pas que bouté de côté. Vous êtes un peu de... Comment vous sauriez que la population
ne veut pas ou elle veut le changement. Mais je vous ai dit que l'homme politique, lorsqu'on prend la définition, par exemple, d'un parti politique, bon, c'est avoir des citoyens, réunir des citoyens congolais dans le but de conquérir et de gérer le pouvoir. Mais si c'est un débat politique, le politique doit donner le point de vue pour aider le peuple à émettre son point de vue. Donc nous disons qu'il y a les voix sont partagées, ça c'est sûr. Au jour d'aujourd'hui, il serait illusoire de dire c'est le non ou le oui ou le quoi, mais il y en a qui ne parlent pas, mais qui ont leur point de vue. Mais vous-même, votre point de vue, c'est maintenant on va dissocier, vous n'êtes plus comme... Moi, en tant qu'individu, je suis à l'aise parce que je crois en Dieu. Je dis tout est changement. Dieu a permis justement que nous voyons, nous-mêmes qui avons écrit ce texte, que nous soyons aussi les premiers à dire notre texte est mauvais. Donc ça c'est de Dieu. Donc vous-même vous dites que c'est mauvais. Puisque je l'ai dit, je n'avais jamais changé de position. Vous n'avez jamais changé. Je n'ai jamais changé de position. J'ai respecté le point de vue du peuple. Quand le peuple a dit oui, vous avez on ne peut plus avoir un débat là-dessus. On suit. Vox populi, Vox Dei. Donc maintenant, je vous pose, vous dites maintenant qu'il faut aller dans un assise pour discuter. Est-ce que ça ne ressemble pas, peut-être les terminologies sont différentes, mais le but est la même à ce que les oppositions dites radicales veulent. Et ils veulent un état général ou général de la nation, je ne sais pas. Donc, vous voulez aussi une assise. Quelle est la différence entre ce que vous voulez et pour votre ami, les autres qui sont un peu à l'extrême droite de vous ou à l'extrême gauche? Bon, nous partons, c'est un schéma simple. Nous partons de 2001. Au sortir de la guerre, il y a eu le forum. Ensuite, il y a eu le dialogue national sans exclusif. Moi, j'étais à Paris, je suis venu ici en 2001 pour participer à ce dialogue. Et à l'issue de ce dialogue, un certain nombre de choses, des décisions ont été prises. Lorsque nous arrivons en 2009, à l'occasion de l'élection présidentielle, il se tient au mois d'avril la première concertation politique à Brazzaville, au palais du Parlement. C'était étudier tous les mécanismes qui permettent d'avoir une élection présidentielle apaisée, transparente et haute. Les hommes politiques, la société civile, les clergés, le gouvernement, tout le monde s'est retrouvé et nous avons débattu de la question. Nous avons mis un certain nombre de garde-fous pour que l'élection présidentielle ne dégénère pas en ce que nous savons. Ça se passe en 2009. En 2011, à l'occasion des élections législatives qui devaient avoir lieu en 2012, nous nous sommes retrouvés à Evo. Voyez-vous, c'est la même logique. Nous voulons avoir des élections législatives apaisées, transparentes, équitables. On a opiné là-dessus et nous avons arrêté des conclusions, des recommandations. Lorsque nous sommes allés en mars 2013 à Bolivie, c'est pour toujours le débat politique, mais dans un ganda, dans une espèce de lobby, où nous devions poser les problèmes issus qui découlent de l'organisation des élections locales. Nous avons pris un certain nombre de mesures, la CONEL, le comité de suivi, le recensement d'une façon spéciale, et toutes ces recommandations, une fois appliquées, nous permettent d'avoir des résultats, une espèce d'avancée dans la préparation des élections dans notre pays. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de tout ça, il s'agit du texte fondamental de notre pays. Et le pays existe, le pays est gouverné, mais le débat naît
sur la Constitution. Nous disons, comme nous l'avons fait pour les petites choses, pour la plus grande chose qui est la Constitution, il faut obéir au même dispositif. C'est-à-dire que les mêmes acteurs politiques qui ont donné leur point de vue sur les élections présidentielles qui découlent de la Constitution sont aussi interpellés pour se retrouver autour de cette question fondamentale. Voilà. D'accord. Mais je vais vous poser encore, vous avez dit que quand vous étiez à Evo, c'était pour avoir une élection législative transparente et quoi? Apaisée. Apaisée, équitable. Équitable. Voilà. Est-ce que après Evo, les élections étaient équitables, transparentes et quoi encore là? Et apaisées. Apaisée. Oui, apaisée, oui. Est-ce qu'elle était équitable? Non, disons que... Non, est-ce qu'elle était équitable? Non, moi je réponds. Oui. Je voudrais tout simplement dire que nous sommes allés prendre des orientations, définir les orientations. Voilà. Mais quand vous prenez les orientations... Quand nous prenons les orientations, entre le dire et le faire, voilà, les acteurs n'ont pas encore intériorisé nos recommandations, nos recommandations, je veux dire. Oui. Mais en ce moment, il pouvait y avoir aussi comme la non-adaptation de l'organisation des élections. Si tel était le cas, nous aurions pu avoir la perfection. Voilà, non, la perfection c'est au ciel. Ah voilà. Et au ciel, il n'y a pas de perfection. Voilà. Donc si j'entends bien, elle n'était pas équitable. Parce qu'on est les êtres, on est imparfait. Non, je ne dis pas qu'elle n'était pas équitable, je dis l'homme chargé de préparer des élections, de conduire le système électoral. Et cet homme-là n'était pas, il y avait encore comme une espèce de déphasage entre le dire et le faire. Il n'était pas en phase avec la réalité. Eh bien, tout à fait. C'est un être humain, on peut lui pardonner. Mais tout à fait. Donc, si j'entends bien, l'équité, il n'y en avait pas parce que c'est l'œuvre humaine. On peut lui pardonner. Bon. Comme vous le dites. Good. Maintenant, on va revenir sur le problème de la transparence. Est-ce qu'elle était transparente cette élection de 2011 là? Bon, selon vous. Vous savez. Selon vous, est-ce qu'elle était transparente? Ben, je suis en face de vous. Oui. Donc il n'y a que mon point de vue aujourd'hui qui compte. Autrement dit, vous n'allez pas demander au peuple congolais. Non, je suis représentant de parti du centre. Je vais vous répondre du point de vue du mécanisme représentatif, c'était la parité. Voyez-vous, dans le système organisationnel, nous avions l'administration, nous avons les partis de l'opposition, de la majorité, le centre et la société civile. Donc, du point de vue édifice devant garantir la transparence et tout, on était en phase. Maintenant, comment le mécanisme a fonctionné? Il pourrait y avoir des failles. Ça, c'est l'homme. On revient à la question de l'homme. Non, je vous demande de l'homme. Nous savons tous que vous pensez qu'il y avait des failles ou pas? Des failles? Il y en avait. Il y en avait, c'est normal. Est-ce que c'est parce qu'il y avait beaucoup de failles et que celui qui était chargé de le conduire n'était pas en phase avec les propositions novatrices de Evo que vous êtes répartis à Dolisie? Mais non, le pays est en marche. Non, on n'a pas dit cela, M. Bokamaya. Le pays est en marche. Nous ne sommes pas en Centrafrique, nous ne sommes pas en Somalie. Oui. Mais c'est bizarre. Mais c'est parce que nous ne sommes pas là-bas que nous avons la possibilité de nous réunir. Oui. Donc, la question que je pose, M. Bokamaya, vous êtes un bon politicien. La question est ceci. Est-ce que quand Evo, il y a eu des lacunes humaines, hein? Rien n'est parfait. Donc, vous êtes parti à Dolisie pour faire ce qui n'a pas été fait à Evo. Non, Evo, c'était plus pour parfaire. C'était maintenant pour voir qu'est-ce que nous proposons pour que les élections locales se passent dans les bonnes conditions. Oui. Et donc, mais Evo, c'est un acquis. C'est un acquis. Voilà. Toutes les choses toutes les propositions faites à Evo sont valables jusqu'à aujourd'hui. Et elles sont appliquées. Mais
il faut que le gouvernement et les acteurs politiques s'asseyent pour faire le point. Voilà. Et bon. Et en ce qui concerne Dolisie aussi, tout s'est bien passé. Dolisie a connu ses mérites. Dolisie a posé le problème de recensement pour corriger le corps électoral. Mais vous n'étiez pas content parce que vous avez essayé de boycotter, vous avez fait le communiqué de Michaels parce que le gouvernement a été dans la farine. Non, ça c'est autre chose. Nous avons... c'est vrai que nous sommes sortis de Dolisie avec des recommandations, dont les recommandations sur la CONEL, la loi électorale concernant la CONEL. Le ministre nous a reçus à la préfecture, à la salle de conférence de la préfecture. Il nous en a parlé et nous lui avons demandé, bon, ben, vous nous faites une communication, nous prenons acte. Laissez-nous aller réfléchir et nous reviendrons à vous avec nos conclusions. Toute la classe politique s'est retrouvée, nous avons arrêté un certain nombre de conclusions et nous avons tous signé. Mais nous savions que c'était des conclusions à notre niveau qu'il fallait aller confronter avec ce que le ministre avait déjà conçu comme élément de base. Donc ce n'était pas des décisions. Bon, est-ce que ça a été fait? Je ne peux pas dire que après avoir signé le relevé des conclusions à Michael, après avoir déposé ces mêmes conclusions au ministère, mais après ça, nous n'avons pas eu de rencontre pour dire ça on prend, ça on laisse. Donc, et rentrer dans le gouvernement a pris à son compte. Nous ne sommes pas représentés à l'Assemblée, ni au Sénat. Donc, c'est devenu une affaire du Parlement. Le débat à notre niveau s'est arrêté dehors. Voyez-vous? Pas dedans. Ah ben voilà, nous avons fait notre travail dehors. Maintenant que le Parlement a pris sa décision, a voté la loi, nous attendons de l'appliquer. D'accord, donc avec les élections locales qui arrivent, ça va vous permettre les uns pour avoir un peu un pied dans l'administration. Vous ne serez plus en marge. Pas dans l'administration, mais dans la gestion. Dans la gestion locale, des collectivités locales. Parce que les conseils départementaux, c'est pratiquement le début de la démocratie, la manifestation de la gestion de la chose publique à l'échelon le plus bas. Donc, il faut avoir des élus à ce niveau. Au fur et à mesure, deuxième niveau, c'est le Parlement. Troisième niveau, c'est comme vous. La présidence. Oui, tel que je te vois, vraiment, vous avez toutes les aptitudes. De vous présenter. Non, moi, la politique. Voilà, ok. Je ne fais pas la politique. Merci beaucoup. Et ceux qui le font, moi, je les encourage parce que c'est quelqu'un qui sont forts. Voilà. Déjà, être journaliste, c'est pas facile. Être politicien, alors, c'est pire. Bon, mais monsieur, avant qu'on va conclure, je pense, notre première partie de notre émission, je voulais vous poser des questions sur quelques hommes politiques de ce pays que vous connaissez. Vous connaissez Clément Mirassa? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Je ne peux pas juger les hommes. Vous ne pouvez pas juger des hommes? Non. Et est-ce que vous connaissez monsieur Mathias Ndong? Oui. Nous habitons pratiquement le même quartier. Ah bon? On est à côté de Kojemo. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez aussi de lui? Mais c'est un Congolais qui a ses opinions, qui les défend, qui se bat. Moi, j'ai les miennes, je me défends avec les autres qui sont avec moi au centre. Lui, il est à l'opposition. On a les radicaux, les modérés, ça c'est les appellations des autres. Il est à l'opposition. Il incarne les positions de l'opposition qu'il défend. Donc, je le lui concède. Et Christophe Mukwege? Mukwege, c'est aussi un homme politique. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Je pense qu'il est Mukwege. Vous pensez qu'il est Mukwege? Voilà. Et Tamba? Tous. C'est des gens que j'ai connus, que j'ai côtoyés, et chacun de nous a son chemin. Ils ont choisi le leur, j'ai choisi le mien, donc je ne peux pas les juger sur la manière dont ils se comportent dans leur chemin choisi. Et vous avez dit quelque part que ceux qui ont participé dans les dialogues depuis 2001, Evo, Dolisie,
c'est eux qui ont droit au chapitre pour parler. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Quel droit au chapitre? C'est eux qui peuvent parler des problèmes du pays. Non! J'ai mal compris. Non. Les problèmes du pays intéressent tout le monde. C'est les étiquettes que nous mettons sur nous qui nous faussent justement notre contribution à apporter au débat. Donc si j'entends bien, oui. Les Mathias Ndiong, Kin Foussia, Mokweke, Tamba, Clément Mirassa, que vous n'avez pas d'opinion sur lui, et qui sont dans le camp des radicaux de l'opposition, n'ont rien compris de la vie politique. Non, moi je voudrais tout simplement vous dire, vous savez, il n'y a pas un diplôme pour être radical. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, je peux être à l'opposition, mais j'exerce mon opposition pour le pays. Donc là où il y a débat, je peux aller pour exprimer mon point de vue qui soit entendu. Si, supposons, prenons le cas, mon côté était député, Tambataba était député. Vous savez. Donc ils avaient des tribunes, le Parlement, l'Assemblée, pour faire entendre leur point de vue. Jean Mathias était candidat à Gamoma. Donc s'il était élu député, il aurait eu une bonne tribune pour s'exprimer. Donc, refuser d'aller là où on peut parler du pays, c'est priver les autres peut-être de pensées lumineuses qui sont en vous, qui auraient pu faire avancer le peuple, le pays. Et pour conclure, donc si j'entends bien, vous dites qu'il y a des partis qui travaillent pour le peuple et d'autres pour la nation, pour le pays, et d'autres pour l'extérieur. Non, l'extérieur, c'est vous qui le dites. Non, moi, je ne vois pas l'extérieur. L'extérieur, moi, j'étais à Paris. À Paris, quand j'étais en exil. Les Français m'ont dit, M. Bokamba, tout ce que vous nous dites ici, c'est bon pour les bords de la Seine. Si vous venez votre pays, vous partez au Congo et travaillez pour votre pays. Mais nous, les Français, on n'a pas besoin de votre discours ici. Donc, j'ai compris. D'accord. Donc, ça, on ne fait pas ça pour abuser la galerie. On ne fait pas ça uniquement pour se faire entendre. Non, quand on est porteur d'idées, aujourd'hui je viens, l'une des choses, c'est pour que, à travers l'occasion que vous m'offrez, pour que le peuple sache qu'est-ce que c'est l'INA, l'initiative pour l'apaisement. Pourquoi on a fait ça? Qu'est-ce que évoque, qu'est-ce que nous dit et comment nous devons embrayer la discussion sur la concession. Voilà. D'accord. Voilà, Monsieur Bokamba Ngouma, c'est un honneur une fois de plus de vous recevoir, mais ne partez pas, on va observer un moment de publicité et quand on va revenir avec Monsieur Bokamba Ngouma, on va lui poser son rôle dans les années 91 dans ce pays. Et puis, comme il est là, parce que c'est quelqu'un qui a participé dans la promotion de la démocratie dans ce pays, est-ce qu'il pourra nous faire, comme il a fait honnêtement tout à l'heure, une comparaison entre le moment où il était avec Pascal Lissouba et aujourd'hui, les deux de Denis Sassou Nguesso. Ne quittez pas. Bienvenue dans le monde Africa. Êtes-vous en place pour les assises africaines du jour? Aujourd'hui, on part en mission. Vous travaillez dans un ministère, une société ou un organisme de la place. Vous effectuez régulièrement des missions à l'intérieur du pays et dans le reste du monde. Pour gérer en toute tranquillité vos frais de mission, vous avez besoin d'un véritable passeport. La carte Visa Africa répond parfaitement à vos attentes. Avec Africa, vous pouvez payer vos réservations de billets d'avion, régler en toute sérénité vos frais d'hôtel, de restauration et vos dépenses courantes directement sur les terminaux de paiement électronique Visa. Africa vous ouvre également les portes de tous les distributeurs automatiques de billets Visa à l'intérieur du Congo et partout dans le monde. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Décideurs, responsables financiers et comptables. Africa
est l'unique solution de gestion efficace des budgets alloués aux missions. Alimentez les cartes de vos collaborateurs qui vont en mission. Et Africard fait le reste. N'est-ce pas professionnel? Eh oui! Africard, votre carte Visa prépayée rechargeable avec ou sans compte bancaire, vous attend dans les agences UBA et chez tous les revendeurs agréés. Africard. Mieux qu'une simple carte bancaire, un ensemble de solutions. UBA, Africa's Global Bank. Voilà, vous êtes toujours sur MN Télévision et l'invité n'a pas changé, c'est toujours M. Jean-Michel Bokamba Yangouma. Avant l'interruption publicitaire, j'avais annoncé, et maintenant je vais le poser, le rôle qu'il a joué pour tous ceux qui connaissent le Congo, ici ou ailleurs. On ne peut pas oublier que vous étiez le tout-puissant secrétaire général du syndicat. Donc vous êtes toujours syndicaliste ou pas? Non, je suis syndicaliste. Vous êtes toujours syndicaliste, mais pas secrétaire général. Pas secrétaire général. Syndicaliste, on est à vie syndicaliste. On est porteur des idées syndicalistes. Mais je n'exerce pas le syndicat. Donc vous êtes de la gauche? Ça dépend. Ça dépend. Donc oui, c'est un syndicaliste qui peut être libéral. Vous êtes idéologiquement parlant, vous mettez où? Au centre. Au centre. Voilà. Votre parti, normalement, c'est un social-démocrate, non? Non, j'avais le premier parti, c'était l'UDPS. Après, j'ai créé le mouvement général des chrétiens du Congo. J'ai pas eu le récépissé parce que c'était chrétien. Ah bon? J'ai dû refaire l'Assemblée générale et on a changé les chrétiens pour devenir mouvement général pour la constitution du Congo. Ah, donc je suis un parti d'obédience chrétienne, mais je ne l'affiche pas chrétien. D'accord. Voilà. Ah, donc vous êtes donc un chrétien pratiquant? Tout à fait. Ah, ça c'est une bonne chose. Alors dites-nous, quand on est là, on a un monument comme vous, c'est tout un plaisir, monsieur Bokamba Yangouma. Quel rôle vous avez joué en 91 pour le renversement du régime de Denis Sassou Nguesso de l'époque, pour renverser le parti rouge? C'est un bon chrétien, ne peut pas être un communiste. Ce que moi je pensais que vous pouviez m'aider. Pour dire voici le rôle que vous avez joué. Est-ce que c'est non, ça? ici je. Donc moi je ne peux pas. Oui. Au jour d'aujourd'hui, dire que j'ai joué tel rôle, tel rôle. Après, quand j'aurais dit ça, c'est pour quelle finalité? Tout ce que chacun de nous doit faire, c'est de travailler pour le pays. En 91, j'étais encore membre du Parti congolais de travail, membre du bureau politique, secrétaire général de la CNC. Donc, j'appartenais au régime. Et à l'époque, vous vous rappelez de tout ce que vous disiez, les propos, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Classe ouvrière, éditée, syndicaliste. Bon, ça c'est du passé. C'est la lutte, voilà. La lutte libère. Voilà. Et en disant que vous êtes chrétien, j'imagine que vous êtes quelqu'un qui lisait beaucoup la Bible. Pas beaucoup. Bon, vous savez, on peut beaucoup lire la Bible. La Bible commence à Genèse, s'arrête à Apocalypse. Il y a des gens qui lisent 5 fois la Bible. Ce n'est pas ça le plus important pour un chrétien. Lire la Bible, ou connaître la Bible, ce n'est pas ça. La parole de Dieu dit, si tu obéis, voyez-vous, à la parole, la voix de Dieu, et en observant, en mettant en pratique ses commandements, Dieu te fera ceci. Donc, ce n'est pas tant de connaître, de lire la Bible, mais c'est de pratiquer la parole de Dieu qui compte. Voilà. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de lire les livres de Pascal Lissouba sur les passions de le pays? Vous avez lu ça? Non. Est-ce que vous avez aussi lu Le Fleuve, Le Manguier et La Souris? Tout ça, vous n'avez pas lu ça? Je connais, j'ai entendu parler. Vous avez lu? Non, pourquoi? Mais je vais vous poser la question. Oui. Quand vous voyez le livre, quand on parle du fleuve, c'est quel fleuve que vous avez entendu aussi? Quel fleuve il parle dans son livre, Sassou Nguesso?
Mais c'est à l'auteur qu'il faut poser la question. Parce qu'un texte mal expliqué, vous passez à côté de la pensée de l'auteur. Mais c'est maintenant, je vais laisser peut-être comme moi je vous crois, hein, comme vous dites que vous êtes un chrétien, je ne vais pas dire que vous mentez. Non. Je vais laisser. Mais c'est à partir de quelle date que vous vous êtes réconcilié avec Denis Sassou Nguesso? Non. Dans les faits, il y a une date. Mais j'ai vécu, vous savez, quand la guerre éclatait ici, je n'étais pas là, j'étais à Libreville. J'étais en mission. Toute ma famille était restée à Pila, à côté de la Congolaise. Et moi, j'étais à Libreville. Donc, personne ne pouvait venir sauver ma famille. Et quand ma femme, le matin, prend le téléphone et la guerre devant la maison, j'ai seulement dit, Dieu, tu as permis que je sois hors du Congo et je te laisse ma femme et mes enfants. Et c'est le président Sassou qui a envoyé le colonel Saous pour sortir mes enfants et ma femme le lendemain, le 7 au matin, pour les amener à Mokondo. Donc, à partir de ce moment, j'avais un devoir moral. Je dis, je ne peux pas oublier un fait comme ça. Sauver ma femme, sauver mes enfants, je ne pouvais pas l'oublier. Mais le 23 juillet 98, je crois, à Libreville, j'avais été appelé par le président Bongo. Et j'ai pu rencontrer le président Sassou. Et c'est là où je dis, mon frère, tu es président, je suis, mais nous sommes des frères. Je t'ai fait peut-être du mal, je te demande pardon. Et il a accepté. Ah, ça a lui de voilà. Donc vous l'avez fait du mal, parce que dans le livre Le fleuve Lubanga et la souris, il a bien écrit que c'est vous la souris. Et tant mieux. Et que la souris qui vous ronge, c'est lui qui est en bas de votre lit. Ça, c'est normal. C'est normal. Et donc c'est un homme extraordinaire. Après avoir fait ce genre de trahison, parce que vous disiez, moi je suivais, je ne sais pas s'ils ont encore les images là ici pour montrer si c'est nécessaire. Avant même ça, vous disiez que si on veut faire quelque chose à président Sassou, on doit passer d'abord sur vous. Mais vous l'avez trahi en passant chez M. Lissouba. Vous savez... Non, c'est vrai ou faux? Non, vous savez, la politique... Ah oui. Le cas du Congo est parlant. Et nous savons que les anciens ambassadeurs de Lissouba aujourd'hui sont effectivement... Comme qui, par exemple? Je ne cite pas les noms. Ceux qui ont servi Lissouba, il y en a qui travaillent aujourd'hui avec le président Sassou. Je trouve ça normal parce qu'ils ne travaillent pas pour l'autre, ils travaillent pour le pays. Voilà, c'est tout. Ça, c'est vrai. Voilà. Bon, maintenant, dites-nous, pour cette réconciliation, vous dites que c'est Bongo, mais vous l'avez, voici, mes enquêtes sont fausses. Quel rôle votre fille, vous avez une fille qui s'appelle Aurélie? Oui. Ce n'est pas elle qui a fait qui partait vous voir quand vous étiez à Douala, ce n'est pas elle qui a joué le rôle de... Ben non. C'est pas Aurélie. Ben non. C'est pas elle, elle n'a rien. Non, elle n'a rien joué, elle est ici à Brazzaville. C'est au contraire mes enfants qui étaient restés ici, qui m'ont dit, papa, tu es en France, nous sommes ici au Congo. En faisant ta politique, tiens compte du fait que nous sommes ici. Si tu fais des déclarations intempestives avant, ça risque de nous mettre ici en cause. Moi, je suis père, je tiens compte de ça. Je vais écrire pour cet homme. Papa, le micro, c'est bon, mais quand tu dois parler, pense à nous avant de faire des déclarations. Parce que ça peut, pour un rien, nous mettre en danger. D'accord. Mais monsieur Ibokamba, moi, ce que j'aime en vous, c'est que vous êtes un chrétien et vous aimez la démocratie libre. Et ici, dans l'émission, si on pose toutes les questions, il ne faut pas que ça vous soit gêné un peu aux questions comme ça. Non. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes un pasteur. Non. Non, un chrétien. Un chrétien. Ah oui. Et en tant que chrétien, est-ce que la chrétienté vous encourage à être déloyal? Mais là, vous n'êtes plus chrétien. Vous n'êtes plus chrétien. Voilà. Donc je mets ça de l'autre côté. Est-ce que c'est vrai que votre femme
vous n'êtes plus avec votre femme, vous avez pris une autre femme. Oui. C'est vrai. Oui. C'est un divorce ou c'est que vous l'avez vraiment abandonné. Non, oh là là. Moi, je pense que je vais vous aider. Hein? Et ça, c'est ce que le président Hollande a dit, c'est la vie privée. Vous voyez, j'ai vu Hollande en moto, derrière son garde de corps en blouson. Oui. Mais il est président de la République. C'est normal. Donc, la vie privée... Non, attention. Si c'est ça, je ne viendrai pas ici. Si je suis venu, c'est pour dire des choses dont le peuple peut trouver effet. Vous allez le dire. Voilà. Et laissez-moi vous poser toutes les questions. Quand on a quelqu'un comme vous, on doit lui poser des questions. Vous venez donc par ça en disant que, par exemple, si à un moment donné, vous avez eu à agir de la sorte, qu'est-ce que ne dit pas encore que vous allez faire la même chose encore? Ça veut dire, vous avez raison, je vais vous dire, vous avez abandonné le président Denis Sassou Nguesso, vous êtes parti avec le président Lissouba, monsieur Lissouba est parti, vous êtes revenu maintenant avec Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que vous pensez, tous les téléspectateurs qui vous suivent aujourd'hui là, ils vous adorent, bon, pas tout le monde, hein. Est-ce que, à un moment encore, non, je vous pose la question, est-ce que vous n'alliez pas encore faire la même chose? Je vais vous dire une vérité. Merci. Vous savez, en 1992, qui avait fait que le Souba soit élu président? Ils ont signé des accords, PCT et PADES. Donc, ce n'est pas une parole tangible qui dit on était avec un tel, ne peut plus être avec tel autre. Non. Le PCT et le PADES avaient signé des accords. Nous, on t'apporte nos voix, en contrepartie, tu nous donnes ça. Ça, c'est à ce niveau-là. Mais à plus forte raison au niveau des individus, c'est un problème de détermination à un moment donné de l'histoire qui détermine qu'on peut avoir telle position. Donc, moi, il y a les gens qui parlent de trahison. Non. Moi, quand je suis sorti du PCT, j'ai écrit au président, pour telle raison, je me retire. S'il n'avait pas pris le micro pour dire, je suis parti, je vais faire telle chose. Non. Quand j'ai rejoint le président Lissouba, j'ai assumé. Lissouba tombe, moi je suis à Libreville, j'aurais pu revenir au Congo, parce que Sassou c'est mon frère. Mais j'ai dit, j'ai été avec Lissouba, il faut assumer le choix. Parce que si tu changes de position, tu vas comme une girouette. Il n'y a pas quelque chose de sérieux en toi. Oui, mais les actes que vous avez posés, ce n'est pas un peu au bord d'être une girouette. Vous êtes avec Lissouba aujourd'hui, demain vous avez Sassou, ça ne ressemble pas à ça. Non. Ça ne ressemble pas à ça. Je vais vous dire une chose. Oui. Sassou, c'est mon frère. J'ai évolué au PCT. Vous comprenez? Je suis sorti du PCT, j'ai créé mon parti. Et puis j'ai appartenu à la mouvance présidentielle sur le Souba. J'ai assumé cette appartenance, ce choix. Aujourd'hui, je reviens. D'autres frères sont venus, va rejoindre le PCT. Non. Moi, j'ai fait un choix. Je suis sorti du PCT le 30 novembre 1990. J'ai écrit au président. Donc, si je dois revenir au PCT, il faut qu'on fasse le point sur les choses qui avaient fait que je sois parti du PCT. Si je ne fais pas ce point, même si je pars aujourd'hui, je serai comme il le disait, un tel a fait, il vient nous rejoindre. J'ai dit non, je suis là où je suis au centre, je sers le pays au centre, je sers le pouvoir des institutions au centre, mais ce n'est pas le fait d'être au PCT qui ferait qu'on soit plus utile au Congo qu'ailleurs. Bon, voilà. Autre question sur ce que au moment de la conférence nationale, vous avez une tribune, point d'information, ça c'est 92, vous vous rappelez de tout ça? Et dans ces points d'interrogation, je vais demander, il dit souvent que, je ne sais pas, on avait apporté Bob Denard ici pour vous tuer. C'était vrai ça? Ou en tant que chrétien, vous pouvez me dire maintenant si c'était vrai? C'était vrai ou pas?
Vous savez... Non, monsieur, non, on ne parle sur l'INA, je voudrais que vous me dites c'était vrai ou faux. Je dis oui. Ce qui a fait que nous soyons sortis, parce que la conférence nationale, elle a été salutaire à la sortie. Lorsqu'on est allé se laver les mains. Mais à l'entrée, elle n'était pas salutaire. La preuve, les gens craignaient qu'elle soit souveraine. Ça a été un grand débat. Donc, laissons ça à l'histoire. Aujourd'hui, travaillons pour le présent et le futur. Non, j'ai l'impression qu'on ne m'a pas répondu que c'est oui ou non. Bob Dinard était venu à Brazzaville pour vous tuer, oui ou non? Vous savez... Non, oui ou non? Je ne peux pas répondre. Mon âge ne me permet pas de répondre à des questions par oui ou non. Non, moi, je suis enseignant, je l'ai fait à mes élèves, mais je ne peux pas venir à une tribune et répondre par oui ou non. Je dis, ça c'est des questions, des événements du passé. Posons-nous maintenant la question de savoir comment on fait pour contribuer, pour faire avancer le pays. Bon, maintenant, concernant ce que, comment faire pour avancer le pays, avec votre passé, maintenant, vous êtes devenu un chrétien pratiquant. Vous pensez que si vous dites quelque chose aujourd'hui, le Congolais lambda qui vous suit va vous faire confiance? La confiance ne se décrète pas. Voyez-vous? La confiance, elle, on ne peut pas dire, oui, j'ai confiance en toi parce que, non. La confiance se pratique, c'est la pratique des choses. Dans la vie, on voit les actes que vous posez, et c'est à partir de ce que vous dites et des actes que vous posez qu'on peut vous faire confiance. Mais rien que de simples procédés, de paroles d'intention, ça ne suffit pas pour convaincre les gens. Et quand vous créez, vous lancez l'initiative pour l'apaisement. Donc, quelque part, le pays n'est pas apaisé. Quand on lance... non. Nous voyons, vous avez suivi... Je prends les deux extrêmes. Oui, monsieur. Vous avez suivi Ngolo. Oui. C'est mon cadet. Vous avez suivi Tchati Mabela. C'est aussi mon cadet. Les deux extrêmes. Et si, par rapport à cette prise de position, tout le monde s'accroche les uns pour chasser les autres, nous arrivons à une bipolarisation de la vie politique dans le pays qui peut créer justement des antagonismes. Ce que nous faisons, c'est pour prévenir. Excusez-moi, voilà. Excusez-moi, pour moi, je m'excuse pour... Quel est l'extrémisme entre les deux? Qu'est-ce que Pierre Ngolo a dit, ou Tchati Mabela, qui peut être l'étincelle, qui peut mettre le feu dans le pays? Non, c'est lorsque les grands dirigeants des grands partis, parce que le PG c'est un grand parti, l'UPADS aussi c'est un grand parti, à ce niveau-là, lorsque les gens ne s'acceptent pas et font des déclarations, le peuple observe. Hier, nous avons connu tel problème parce qu'il y a eu des déclarations comme ça dans ce pays. C'était comme ça en 91, 92. Mais on les a sentis, on a dit, vous savez, on a pilé même les enfants dans les mortiers. C'est tout ici dans ce pays. Faux vrai, on a attendu. Donc le cadre, le dirigeant politique aujourd'hui doit avoir de la mesure. Et si nous proposons ça, c'est pour ramener ce qui se dit dehors, qu'on se le dise comme ça, comme on parle là, franchement. Donc si j'entends bien, l'INA a été créé parce que vous voyez, avec l'expérience que vous avez de la vie politique, oui, vous voyez que le feu est déjà dans la maison. Le feu ne doit pas être dans la maison. Si nous ne prenons pas des dispositions utiles, il faut prévenir pour que le feu n'arrive pas dans la maison. Et le langage de paix, de tolérance, de fraternité, d'amour et tout que nous prêchons peut nous éviter justement des étincelles. Voilà. D'accord. Bon, maintenant, ça s'ouvre, vous avez dit quelque part, moi j'aimerais venir, excusez-moi si, vous avez dit que c'est votre frère. Oui. Donc il vous donne un peu beaucoup d'argent. Pourquoi vous mettez peu? Ah, donc il vous donne de l'argent. Vous devez même dire qu'il vous donne beaucoup d'argent. Il vous donne. Il faut lui poser la question. Mais j'aurais aussi appris que votre femme, il ne veut pas que les gens viennent chez vous. Quand quelqu'un vient dire,
Pourquoi vous voulez venir prendre le peu d'argent que ça soulève? Non, écoutez. C'est vrai. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ma femme. Mais je pose la question. Non, c'est pas une question, je dis merci pour l'intérêt que vous portez à ma femme. Parce que je ne vois pas, je suis un leader politique. Mais beaucoup de gens viennent toujours. Non, arrêtez. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, l'autre question que je vais vous poser, étant frère de Sassou, il peut-être ne vous donne plus ou ne vous donne plus. Est-ce que c'est ça? Je vais vous poser, vous connaissez Karine? Oui. Eh ben, est-ce que c'est parce que Sassou ne vous donne plus de l'argent et que vous préparez votre campagne que Karine a eu à prendre l'argent, c'est au conditionnel, à la LCB, vous donner pour financer votre activité politique? Ben non. Parce que LCB, le problème de tout ça. Oui, le problème. Le problème de ce qui se passe à LCB. C'est ma fille, ce serait vraiment irresponsable que je vous dise non. Mais c'est ma fille. Vous êtes extraordinaire. Moi, si tous les politiciens étaient honnêtes comme vous, ça devait c'est ma fille. Mieux l'Afrique. Elle a eu des problèmes à son service, je le sais, mais elle n'est pas en tort ou quoi, parce qu'il veut financer la campagne de son père. La campagne, c'est maintenant. Mais les faits se sont passés peut-être il y a 1 an ou 2 ans. Mais un homme avec fille fait d'abord avant. Non. Elle a pris ça avant. Non. Vous savez, un père, pour son enfant, ne peut jamais vouloir du mal. Il ne peut pas dire, toi, enfant, tout en sachant que c'est mauvais, va faire pour moi. Non. Ça, c'est vraiment tuer l'enfant, vous ne l'aimez pas. Donc, en tant que père, je souffre pour ma fille, mais je ne crie pas. Je souffre pour ma fille. Donc, c'est un fait, il s'est produit. Et en tant que père, je ne peux pas dire que je sois heureux, que je souffre, j'ai des remords dans mon cœur. Je prie pour elle. Je prie pour elle. Je dis à Dieu de lui donner la force, de la soutenir. Parce que l'acte posé peut être préjudiciable pour son avenir. Voilà. Donc elle est en détention ou elle est en liberté? Mais elle a été arrêtée depuis. Ma fille a été arrêtée, elle est en prison, elle est tout. Donc moi je n'ai pas crié, je n'ai rien dit, je suis mis. Et je ne vais pas voir X ou Z pour dire sauver ma fille. Vous n'êtes pas allé voir votre frère, le président de la République, pour qu'il aide à... Il pourra peut-être vous le dire si j'ai été. Bon, monsieur, autre chose pour votre INA que vous avez créé. Est-ce que vous allez faire venir les partis politiques comme ceux de l'extrême, bon, je ne sais pas si c'est l'extrême à droite ou à gauche, ou les dites partis d'opposition radicale? Bon, mais le dialogue, c'est là où nous gaspillons nos chances. Si nous voulons dire des choses pour changer, et qu'on vous dise, asseyons-nous pour parler afin de changer les choses. Et si vous refusez, à qui la faute? Voyez-vous? Mais nous avons été à Evo pour les législatives. Il y en a qui ne sont pas venus. Mais ils ont été candidats. Ils auraient pu être à Evo, donner leurs idées pour préparer leur candidature aux législatives. Mais ils ont refusé, mais ils se sont présentés. On fait quoi dans ce cas-là? Donc si je vous entends bien, ça serait inutile de les faire venir dans un dialogue? Non! Le dialogue, en 2001, c'était sans exclusive. Ici, il ne s'agit pas d'un dialogue, il s'agit d'une concertation. C'est la poursuite des 3 concertations que nous avons déjà eues dans le pays. Nous disons, ce débat-là, il n'y a que le peuple congolais pour trancher. Mais pour permettre au peuple congolais de trancher, que l'élite politique, que la classe la société civile, tous les acteurs s'asseyent, se parlent et disent, bon, nous avons fini de nous parler, allons vers le souverain primaire. Qui va nous dépasser? Qui va trancher? À ce moment-là, ce ne serait plus affaire de Bokamba qui a raison contre un tel qui a tort, les deux s'affrontent. Non, le peuple tranche et c'est ce que le peuple dira qui s'impose à tous les hommes politiques.
quitte aux hommes pour-ils savoir, maintenant que le peuple a dit ça, qu'est-ce que nous faisons? Parce que le peuple, lui, s'arrête au oui ou non. Après le roi, je dis, faites les choses maintenant conformément à mon oui ou conformément à mon non. Voilà. Et vous allez vous présenter où? Non, nous avons des membres du parti. Oui. Mais il faut intéresser les jeunes membres du parti dans une élection primaire comme ça. Il faut qu'ils apprennent à se positionner. Donc on a des gens, des listes qui se font et nous encourageons ça. Et est-ce que vous allez respecter les 30% des femmes? Vous m'avez déjà posé cette question. Je vous ai dit, ça fait partie des textes réglementaires de ce pays. Bon, il faut respecter. C'est tout. Et autre question que je voulais vous poser, c'est, vous êtes de Mosaka? Tout à fait. Et combien de fois avez-vous perdu les élections là-bas, législatives? 2 ou 3 fois. Comment quelqu'un si populaire comme vous peut perdre chez lui? Ah! Malheureusement, cette question m'est posée ici. Et pourquoi malheureusement? Parce que le contexte n'est pas le même. Et on peut être populaire, voyez-vous, mais le reste. Si je vous entends bien, oui. On ne veut pas que vous soyez élu là-bas. Je ne dis pas on. Si c'est ça, c'est maintenant que je le sais qu'on ne veut pas. C'est tellement qu'on ne veut pas. Bon, je ne peux pas être affirmatif comme vous. Donc, non, c'est une question, je dis. Non, on ne veut pas que vous soyez élu à Mosaka. Je ne veux pas faire porter par autrui ce qui m'arrive. Peut-être que j'ai mal battu campagne, on ne sait jamais. Peut-être que j'ai mal fait le porte-à-porte. Je l'accepte. C'est du sarcasme que vous êtes en train de faire, monsieur le Président. Mais, non. Mais les élections, qui parlent? C'est le peuple. Oui. Le même peuple peut dire, nous avons entendu M. Bokaba, c'est bien, mais nous préférons un tel. Toi, tu te fies au discours, tu te fies à la parole. Faciliter, M. Bokaba. Est-ce qu'on ne fraude pas les élections là-bas pour empêcher que vous gagnez? Tout ça, vous savez... C'est possible, n'est-ce pas? Tout ça, non, je ne dis pas que c'est possible comme vous affirmez. Tout ça, moi je parle de moi-même. Je ne prends pas mes malheurs, je dis la cause de malheur c'est autrui. Non. D'accord. Bon, M. Bokaba, parlons un peu de l'une des propositions phares. C'était à Evo et aussi à Dolisie, la CONEL. Est-ce que, selon vous, elle est suffisamment indépendante et compétente d'organiser les élections équitables, transparentes, même aux élections locales qui vont arriver? Non, la CONEL, si à Evo, on a pris une mesure pour qu'elle soit indépendante, tout, permanente et tout, si cela a été confirmé à Dolisie, c'est un vœu. Comprenez? C'est un vœu. Ah, mais je dis bien, parce que c'est pas décrété que c'est ça, ce que nous avons dit, c'est ça qui s'applique. C'est un vœu, c'est une orientation. Mais maintenant, il faut cheminer pour mettre cela en musique. Et à partir de tout ce que nous allons faire, à partir des dialogues qui pourront avoir lieu, des concertations, les gens vont se parler, tout, faire le point, le bilan des recommandations que nous avons arrêtées, comment nous les avons appliquées et comment elles marchent. Et c'est à ce moment, en faisant le bilan, qu'on peut dire on a bien appliqué, mais ce n'est pas encore réel sur le terrain. Voilà. Et je reviens encore sur le problème de la Constitution de 20 janvier 2012. Oui. Est-ce que les partis du centre sont pour le changement? Si vous posez la question de cette manière, je vous réponds aussi que si c'était un problème, si nous disons qu'il faut aller à la concertation, c'est-à-dire que allons nous asseoir parce que nous n'avons plus la maîtrise juridique du problème. Donc si j'entends bien, oui, juridiquement parlant, c'est non. Mais politiquement parlant,
il y a une possibilité. Mais le débat n'allait pas se poser si c'était le problème de la révision. Qui révise, c'est le président de la République. Quand il révise, il fait son projet de constitution, il s'adresse au juge constitutionnel et ensuite s'adresse au peuple directement. Mais quand c'est le Parlement, il faut qu'ils fassent leur projet, leur proposition, réunis en congrès. Ensuite, ça va à la présidence qui interroge aussi la Cour constitutionnelle. Après, on va consulter le peuple. Que ce soit dans l'un ou l'autre sens, c'est toujours le même mécanisme. Mais là n'est plus le problème. Le problème a déjà dépassé ce cadre juridique. Le problème aujourd'hui devient un problème extra-juridique, il devient donc politique. Et c'est pour cela que nous disons, asseyons-nous et débattons politiquement de ce problème. En s'asseyant là, est-ce que ce n'est pas une autre manière pour ceux de partager les postes ou les responsabilités de la gestion du pays? Vous allez parler de la Constitution ou du changement ou non. Mais ce n'est pas à ce niveau qu'on partage les postes. C'est à quel niveau? Mais je n'ai jamais cru que ceux qui rédigent la Constitution, qui vont par exemple, je ne mets pas à la concertation, on ne va pas pour décider de rédiger la Constitution, on ne va pas pour dire nous voulons tel régime, toi tu vas occuper tel poste, tel poste. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat c'est de savoir, nous avons entendu des Congolais et les Congolais, c'est dans la rue. Nos cadres politiques, nous nous retrouvons. Est-ce que ce débat-là n'est pas notre affaire? Nous nous l'approprions et nous disons, nous sommes incompétents pour trancher un tel débat. Il peut y avoir 50-50, 50 sont pour, 50 contre, mais la décision finale sur le changement appartient au peuple. Et c'est en ce moment-là que l'élite politique peut dire, comme nous, on a vraiment épluché le sujet, on ne sait pas entendre, on s'est entendu, mais recourons au peuple qui dira si oui ou non on change. Si le peuple dit, moi, vous avez vu dans tous les départements, les cadres, les notables, les ceci, on parlait. Donc nous sommes pour le changement. Ok. À ce moment-là, à partir du changement voulu par le peuple, vous assumez les conséquences. M. Bokamba Yangouma, on est venu à la fin de notre émission. Donc si j'entends bien, l'INA a été créée pour essayer d'apaiser les instincts conflictuels des élites congolaises, et puis aussi vous allez participer aux élections locales qui auront lieu le 28. Nous disons ceci, l'INA, c'est la chance que nous donnons au cadre politique de se parler, pas dehors, pas à travers les micros de RFI ou autres, mais face à face, qui se parlent librement, sans invective, sans coup de poing. Puisqu'il y aura cette image de salle toujours climatisée. Là, on peut dire que c'est un pari tenu. Maintenant, pour les élections, bon, nous souhaitons à tous bonne chance pour ceux qui vont se présenter, y compris les nôtres. Bon, Monsieur Jean-Michel Bokamba Yangouma, c'est un honneur de vous recevoir aussi sur ce plateau. Personnellement, je suis très ravi d'avoir fait une interview avec vous. Parce qu'en ce qui concerne la démocratie, on peut dire que vous êtes parmi ceux qui ont fait que ce pays soit que le communisme finisse ici. C'est vrai ou faux? Ben, non, chaque Congolais à un moment donné a un rôle à jouer. Et si en ce temps-là, avec l'environnement qui était le mien, parce que j'avais un encadrement le syndicat, j'avais l'encadrement le parti qui était le mien, le PCT, j'ai pu, tout en étant au syndicat, jouer ce rôle. Bon, je dis, Dieu m'a utilisé à ce moment-là pour une raison, une cause, je lui suis reconnaissant. Merci beaucoup. Voilà. Merci une fois de plus, Monsieur Jean-Michel Bokamba Yangouma. Voilà,
tous les Congolais et les Africains doivent faire un effort pour avoir un pays ou un continent plus égaux et plus égalitaire et plus tolérant. Et on espère qu'on aura encore l'opportunité d'être encore vivant et d'être encore avec vous vendredi prochain. Et je le dis sur ce, à vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Merci beaucoup.